Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale et conférencière, autrice du blog Est-ce comme c'est, et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Sur ce podcast, pas de méthode idéale à suivre à la lettre, mais des outils, des perspectives qui tiennent compte de votre réalité et vous aident, sans vous culpabiliser, à aborder les défis parentaux que vous allez rencontrer avec plus de confiance et plus de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Ah, la colère, une émotion qui nous embête souvent, que ce soit la nôtre, on voudrait s'énerver moins, voire pas du tout, ou celle des autres, comment faire pour qu'ils soient moins en colère en général ou contre nous en particulier. Et dans les deux cas, ça peut nous mettre un peu à mal, et c'est ça qui fait que la colère est souvent une émotion qui est mal vue, mal aimée, mal comprise, un peu rejetée. Pourtant, comme je l'ai souligné dans l'épisode précédent, c'est une émotion qui est extrêmement utile, extrêmement importante. On en a aussi parlé dans l'épisode encore avant, qui était une conversation avec ma collègue coach Cécile Guinbeau. Donc, c'est parce que cette émotion est mal vue, mal aimée et souvent mal comprise que j'ai voulu faire cette série de 4 épisodes à son sujet. Donc, petit rappel sur ces 4 épisodes. Premier épisode, la conversation avec Cécile Guinbeau. On a fait des parallèles entre le monde de l'entreprise et la parentalité. Ça nous a permis déjà de tirer quelques grands fils et d'identifier les grands points importants concernant la colère. Dans le deuxième épisode, donc celui qui est juste avant celui-ci, je me suis penchée un peu plus en détail sur la colère pour vous permettre de mieux identifier ses mécanismes, son fonctionnement, le message qu'elle porte et en quoi il est important. Et alors, dans le prochain épisode, celui qui suit celui que vous êtes en train d'écouter, j'aborderai les colères des parents. Donc, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, je vous invite à aller les écouter en introduction à l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je m'arrête un peu plus spécifiquement sur la colère chez les enfants, particulièrement chez les plus jeunes. Chez eux, la colère, ça devient souvent une tempête émotionnelle. On a parfois du mal à savoir comment y répondre d'une manière bienveillante, c'est-à-dire en respectant, en leur montrant du soutien, du respect pour ce qu'ils ressentent, mais tout en les aidant à apprendre à comment la réguler, comment ne pas avoir des comportements qui sont socialement inacceptables. Donc je vais répondre à cette question, à comment trouver l'équilibre entre ces deux aspects, en 3 grands thèmes. D'abord, je veux parler des spécificités de l'émotion chez les jeunes enfants. Ça va, je l'espère en tout cas, vous aider à relativiser un peu la colère et vous permettre d'identifier quelques pistes concrètes pour aider les enfants, j'allais dire en prévention, pas forcément au moment où l'émotion se manifeste, mais de manière pédagogique. C'est important de relativiser l'émotion pour ne pas être déstabilisé, perturbé, inquiété par l'émotion de l'enfant quand elle se manifeste. C'est le fait d'être relativement stable face à cette émotion qui va vous aider à y répondre d'une manière plus aidante pour l'enfant, plus pédagogique et certainement plus en ligne avec le type de relation que vous voulez avoir avec votre enfant. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, je vais parler des stratégies pratiques face à l'émotion au moment où elle se manifeste. Et enfin, je vais aborder 2 grandes familles de réactions que j'observe souvent chez les parents, qui peuvent faire que la colère s'emballe et soit omniprésente, alors même que les réactions au départ peuvent sembler tout à fait logiques et légitimes, et comment on peut se sortir de ces cercles vicieux. Donc si ça vous va comme programme, alors c'est parti. Je veux d'abord rappeler que la colère n'est pas fondamentalement différente entre les enfants et les adultes. Dans les 2 cas, la colère est une réaction logique face à des situations qu'on perçoit comme injustes, comme frustrantes, et les enfants comme les adultes vont la ressentir dans les mêmes circonstances. Quand leur point de vue n'est pas pris en compte, quand quelque chose leur semble injuste, quand les choses ne se passent pas comme ils auraient souhaité, comme ils auraient envie que ça se passe. Mais évidemment,
Il peut y avoir par moments des débordements émotionnels, et là aussi, fondamentalement, il n'y a pas de différence entre les adultes et les enfants. C'est-à-dire que si ma colère monte, que je n'arrive pas à la réguler, je peux arriver à un moment donné à faire des choses violentes. Crier, jeter des objets, taper. Et c'est là que la colère devient de la violence et donc devient problématique. Mais évidemment, jusque-là, on peut dire que c'est le même mécanisme, c'est la même chose entre les adultes et les enfants, mais évidemment, et j'en reparlerai dans l'épisode sur la colère des parents, mais évidemment que chez les enfants, cette émotion, cette explosivité, ce débordement émotionnel, il est beaucoup plus fréquent et il amène beaucoup plus fréquemment à des comportements non socialement acceptables, donc le fait de crier, de jeter, etc., que chez les adultes. Et il y a une raison à ça, enfin il y a des raisons à ça, et c'est ce que je vais aborder dans cette partie sur la spécificité des émotions chez l'enfant. Donc la première caractéristique qui explique l'omniprésence de la colère et l'explosivité de la colère et de ses manifestations chez les jeunes enfants, c'est ce que j'appelle la frustration développementale. Les enfants manquent d'outils, de compétences pour faire ce qu'ils veulent, pour atteindre leurs objectifs. Leurs mots sont mal articulés, leurs gestes ne sont pas toujours assez précis. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginez-vous dans la situation d'un bébé. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'un bébé, il comprend très bien les mots, souvent à un âge beaucoup plus précoce que ce qu'on croit. Alors là, je vais vous citer le travail. Alors, il me semble que c'est Alison Gopnik, dont je vous reparlerai à l'occasion d'un autre podcast, parce qu'elle a écrit des choses hyper intéressantes. Mais, par exemple, à un bébé de 4 mois, si on dit le mot pomme et qu'on lui montre simultanément 2 images, dont l'une est une pomme et l'autre est autre chose, ses yeux vont aller sur l'image de la pomme. Donc, ça veut dire qu'à 4 mois, l'enfant a déjà compris le mot, le reconnaît et sait à quoi il correspond. Donc il faut imaginer que pour un enfant très jeune, vous avez le mot en tête, vous connaissez sa sonorité, vous connaissez sa signification et vous pouvez avoir envie de le dire. Mais quand vous allez essayer de l'articuler, les connexions entre votre cerveau, votre langue, les muscles de votre bouche qui vous permettent de dire ne sont pas encore totalement établis et bien renforcés. Et donc, ce qui risque de sortir, c'est une espèce de borborigme. Vous pensez gâteau et ça va sortir abo. Ou, je me souviens, mon fils, quand il était petit, il appelait sa sœur Laline, alors qu'elle s'appelle Isaline, mais Isaline, c'est difficile à dire. Et donc, si vous êtes dans cette situation où vous voulez dire des mots et ce qui sort ne ressemble pas à ce que vous vouliez dire, et qu'en plus, du coup, votre entourage ne vous comprend pas, il y a quand même de quoi être frustré en permanence ou quasiment en permanence. C'est cette frustration qui peut se manifester par une espèce de tension, d'excitation et de colère qui va vite devenir éruptive dès qu'il y a une situation de frustration parce qu'en fait, on est déjà à un niveau assez haut et chaque petite frustration, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc là, tout ce qui va aider l'enfant à mieux se faire comprendre, des outils graphiques, la langue des signes qui est souvent utilisée chez les petits, ça peut aider à faire descendre un peu ce sentiment de frustration générale. Et j'insiste sur le fait que l'immaturité ne se limite pas au langage. Quand on est un enfant en bas âge, attraper un objet demande beaucoup de compétences qui ne sont pas encore acquises. Je vais faire quelque chose de très compliqué pour un enfant, je vais attraper le verre d'eau qui est ici, sans le regarder, je vais le soulever et le porter à ma bouche. Donc si vous avez regardé cet épisode en vidéo, vous m'avez vu faire ça, vous avez vu, j'ai même pas regardé le verre, bon je l'ai un peu touché pour savoir où il était, mais j'ai réussi à le soulever. Et en fait, simplement soulever un verre d'eau comme ça demande énormément de compétences. Il faut pouvoir évaluer correctement la distance entre le verre et vous. Il faut pouvoir évaluer, sans le toucher, sans le soulever, la taille et le poids. Il faut pouvoir coordonner l'ouverture de la main, tendre le bras et ouvrir la main, pas trop tôt, mais ça c'est encore pas trop gênant, mais ni trop tard parce que sinon vous allez bousculer le verre et il va tomber. Si vous avez mal évalué son poids, vous risquez de, si vous l'avez pensé trop léger, vous allez être surpris par son poids et vous aurez du mal à le soulever. Si au contraire vous avez surestimé le poids, vous allez le soulever trop fort et vous allez renverser de l'eau là encore.
Et donc, en fait, votre capacité en tant qu'adulte à évaluer correctement tous ces paramètres, à coordonner vos gestes, ça vient de la maturité de votre cerveau pour la coordination et évidemment de l'expérience aussi. C'est à force de soulever des objets que vous avez fini par savoir, sans en avoir conscience, qu'est-ce qu'il faut faire pour les soulever correctement. Je reviendrai sur l'expérience après, parce que c'est aussi un des facteurs qui explique la frustration, la difficulté à gérer l'émotion. Mais bref, un jeune enfant, il n'en est pas encore là. Comme pour le langage, il sait ce qu'il veut faire, soulever le verre, mais il n'obtient pas forcément le résultat attendu. Donc là aussi, on peut comprendre que ça génère quand même pas mal de frustration et d'agacement. Et dans la frustration développementale, je mets aussi la dimension avoir du contrôle sur sa vie. Moins on a de contrôle sur sa vie, plus on risque de ressentir de la colère. Et par définition, la vie des enfants tout petits, elle est entièrement soumise, ou quasiment entièrement soumise au contrôle par d'autres, les adultes, les parents qui l'entourent. Donc ça aussi, ça peut être générateur de colère, et c'est souvent ça qui se produit autour de 18 mois, 2 ans. C'est l'enfant commence à avoir envie de montrer qu'il est capable de faire des choses. Il devient de plus en plus capable à ce moment-là. Il peut se déplacer tout seul. Et il commence à s'exprimer, donc il a envie de faire par lui-même, mais il peut être souvent bloqué dans ses expériences s'il est dans un contexte de vie qui est un peu trop contraint. Et donc, dans ces moments-là, c'est pour ça aussi qu'on dit que, je crois que c'est Isabelle Filosa qui a dit ça, plus l'enfant peut dire « je », c'est-à-dire plus il peut exprimer son autonomie, avoir un peu de contrôle sur sa vie, moins il dira « non ». Donc, en gros, moins il va s'opposer et faire de colère quand les choses ne sont pas comme il veut. Et donc, en effet, développer l'autonomie de l'enfant, dans la mesure de ses capacités, c'est un moyen souvent de réduire le niveau de colère global, et ça a en plus beaucoup d'effets positifs sur la confiance en soi des enfants. Par la suite. Alors moi, je suis une grande fervente de l'autonomie. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment top pour les enfants, mais là aussi, j'en reparlerai dans un autre épisode. Donc, une des pistes préventive pour réduire la colère de manière plus globale, c'est de prêter attention à ces frustrations développementales et d'aider les enfants à les gérer, à les surmonter le temps qu'ils grandissent. Le deuxième facteur qui rend la gestion des émotions plus difficile pour les jeunes enfants, c'est le manque d'expérience. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, les stratégies pour gérer les émotions ne s'apprennent pas comme ça en un jour. Les jeunes enfants, ils ont besoin de temps, d'accompagnement pour découvrir d'abord quels sont les comportements socialement acceptables. Donc, il faut que quelqu'un leur explique souvent. Et surtout pour parvenir à les mettre en place. Là, ça me fait penser à une autre expérience qui est l'expérience dite du chamallow. Vous savez, c'est cette expérience où l'expérimentateur, il met une assiette de bonbons, en l'occurrence des chamallows, parce que ça se passe aux États-Unis et que c'est un bonbon qui est fréquemment utilisé là-bas. Donc, il place une assiette de bonbons devant l'enfant et il lui dit je dois sortir de la pièce, ne touche pas aux bonbons. Si tu arrives à te retenir d'en manger, que tu n'en manges pas, je t'en donnerai plus quand je reviens. Et donc, on regarde ce qui se passe. Donc, l'expérimentateur sort et on regarde ce qui se passe. Est-ce que l'enfant, il mange ou pas les chamallows ? Comment il réagit ? Alors, on a fait dire beaucoup de choses fausses à cette expérience, mais l'une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est que les enfants qui arrivent à se retenir de manger les chamallows, c'est ceux qui ont déjà acquis des stratégies pour faire diversion. Ils regardent par la fenêtre, ils regardent au plafond, ils comptent des objets, ils comptent, ils chantent, ils se racontent des histoires. Et ces stratégies de régulation, elles s'apprennent, elles ne tombent pas du ciel comme ça. Alors, il y a un certain nombre de stratégies que l'enfant va acquérir en regardant autour de lui, mais en fait, en faisant des expériences, ils vont finir par assimiler les stratégies les plus efficaces. Donc, la différence là fondamentale entre les enfants et les adultes, c'est aussi que les adultes, ils ont plus d'expérience, donc ils ont plus de stratégies. Autre point sur le fait de justement relativiser, parce que parfois, on a l'impression que les colères des enfants, les frustrations des enfants, c'est sur des choses vraiment qui nous paraissent totalement déraisonnables et absurdes. Mais en fait, ce qui nous permet de relativiser ce genre de petites frustrations, c'est notre expérience. Parce que on a vécu des situations plus douloureuses, plus frustrantes,
parce que on a la capacité de se projeter dans un temps plus long. On sait que, ok, on n'a pas le truc qu'on voulait tout de suite, mais on va attendre et le lendemain, on l'aura. On peut facilement relativiser une frustration. Si vous allez dans une pâtisserie et que votre gâteau préféré n'est pas disponible, même si vous en aviez vraiment très, très, très envie, même si vous en aviez même besoin parce que vous avez eu une mauvaise journée et que vous comptiez dessus pour vous monter le moral, il est peu probable que vous vous rouliez par terre de colère. Tout simplement parce que vous savez que, au pire, vous pouvez avoir votre gâteau demain, que vous pouvez vous rabattre sur un autre gâteau parce que vous l'avez déjà goûté, que vous savez que vous allez en tirer du plaisir, même s'il est un peu moins intense que celui que vous préférez. Et donc, ces informations liées à l'expérience, elles manquent parfois à nos enfants, et c'est ça qui fait qu'on les trouve parfois déraisonnables. On verra que leur donner directement cette expérience n'est pas toujours le truc le plus efficace, mais j'y reviendrai par la suite. Donc, fournir des éléments d'expérience aux enfants, ça va être utile pour les aider à mieux réguler leur colère, à l'exprimer d'une manière socialement acceptable. Et on peut le faire de plein de manières différentes. D'abord, utiliser ce que j'appelle le partage social des émotions. On peut partager nos propres émotions et nos propres stratégies en racontant comment on vit et comment on gère nos propres émotions. Alors attention, ça peut être subtil. Si on est un peu trop dans le conseil, dans regarde comme je fais parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ça peut aggraver la colère de l'enfant. C'est un peu comme si vous galériez sur un projet au boulot, qu'un collègue arrive en vous disant bon, enfin, regarde, tac, 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 tu fais comme ci, comme ça. Ça nous énerverait probablement, et c'est la même chose avec les enfants. Les formulations les plus efficaces sont plutôt du style tu sais, moi, quand je suis trop en colère, voilà, je fais comme ça. Si tu veux essayer pour voir si ça marche pour toi, fais-le. C'est souvent plus efficace parce qu'en fait, ça va préserver la relation. Ça fournit à l'enfant une option qu'il peut emmagasiner dans sa tête sans la présenter comme étant la bonne manière de faire. Et ça lui renvoie le message qu'on le considère comme fondamentalement capable d'expérimenter, et de choisir et d'apprendre de ce qu'on lui dit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Une autre façon d'utiliser le partage social des émotions, c'est par le biais d'albums, de livres, de dessins animés dans lesquels on voit des personnages vivre un certain nombre d'émotions, et la colère en particulier. Donc l'objet, c'est pas juste de lire le livre, c'est de parler après des émotions, des stratégies adoptées par tel ou tel personnage, parce que c'est aussi en discutant de ça qu'on acquiert de l'expérience dans la régulation des émotions. Et là aussi, c'est important de rester sur tiens, lui, il fait comme ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, c'est bien à tel point de vue, mais peut-être que ça a tel inconvénient, peut-être que c'est difficile, peut-être que ceci, peut-être que cela, parce que c'est ça qui va aider l'enfant à intégrer dans quelles circonstances certaines choses fonctionnent ou pas. L'expérience, elle s'acquiert aussi de manière très directe en donnant à l'enfant des stratégies alternatives. Plutôt que de lui dire ce qu'il ne doit pas faire, vous pouvez lui dire tiens, la prochaine fois que tu seras très fâché parce que ton frère il veut pas te rendre le jouet et que tu auras envie de le taper, tu peux. Et ici, on ajoute ce qu'on propose à l'enfant de faire. Tu peux venir m'en parler, tu peux lui demander je veux mon jeu s'il te plaît. Alors, l'important ici, c'est d'être réaliste. Oui, il aura envie de taper et pas de minimiser les choses, parce que c'est quand il se sentira reconnu que l'enfant aura envie d'essayer ce que vous lui proposez. Et enfin, il y a une dernière stratégie de prévention, c'est ce que j'appelle l'entraînement à froid. C'est-à-dire qu'on va jouer les scènes qui mettent en difficulté l'enfant. L'adulte joue un rôle dans la scène et aider l'enfant à faire semblant, parce que en faisant semblant, on apprend aussi des stratégies. Et ça, c'est une technique qui est souvent peu utilisée, mais qui est hyper efficace. Point important, tous ces apprentissages, ils se font à froid. Pas au moment où l'émotion se manifeste, sauf si elle est de relativement faible ou moyenne intensité, mais en général, on évite de le faire à chaud parce qu'au moment où l'émotion se manifeste, au moment du pic de l'émotion, l'enfant, en fait, il n'est pas disponible pour écouter ça. Donc c'est ça aussi des fois qui fait qu'on est en échec, c'est qu'on veut rappeler le cadre, on veut rappeler les règles au moment où l'enfant est sous le coup de l'émotion, et en fait, c'est juste pas le moment. Et ça ne marche pas de faire ça souvent.
mais j'y reviendrai par la suite dans les stratégies pour réagir à l'émotion à chaud. Et alors là, maintenant, je vais vous parler du dernier point qui caractérise la petite enfance et qui fait vraiment la différence entre les adultes et les enfants, c'est l'impulsivité. Avant 7-8 ans, notamment, particulièrement avant 3 ans, mais encore jusqu'à 7-8 ans, le cerveau des enfants, il est encore en plein développement et notamment, la différence fondamentale, c'est que les enfants ont du mal à retenir, à inhiber leurs réactions. Donc l'émotion va s'exprimer immédiatement, de façon parfois spectaculaire, par des cris, par des gestes. On parlait tout à l'heure des compétences motrices, on peut lier directement, et ça a été fait par des chercheurs, le fait de retenir un geste, de ne pas le laisser partir n'importe comment, que ce soit dans la motricité ou que ce soit sous le coup d'une émotion. Et donc, tant qu'ils n'ont pas la maturité pour retenir ces gestes, ça va être compliqué pour eux de faire autrement. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Ça signifie pas qu'on va accepter tout et n'importe quoi, mais c'est important de retenir qu'ils vont avoir besoin de temps pour faire des apprentissages. Quand j'interviens dans des structures petite enfance en formation ou en analyse de pratique dans des crèches par exemple, il est assez fréquent qu'on utilise le fait de mettre un enfant à l'écart du groupe quand il a du mal à se contenir parce qu'il est sous le coup d'émotions et qu'il peut avoir tendance à taper, à mordre, etc. Et la manière de faire ça qui respecte l'émotion de l'enfant et qui est en même temps apprenante pour lui, c'est de lui dire pour le moment c'est trop difficile pour toi de te retenir de taper, donc je te mets ici, donc pas seul, mais c'est un peu coupé des stimulations du groupe, j'en reparlerai après des surstimulations, et en même temps ça lui montre un endroit où il peut être en sécurité, où le groupe est en sécurité, puisqu'il n'est plus dans le groupe, mais où lui, il est en sécurité le temps que ça redescende et qu'il se sente capable de rester en interaction avec les autres sans être dans des gestes violents. Donc, c'est pas un time-out dans le sens t'es isolé et puis apprends bien la leçon. C'est un moment de protection où on reconnaît que juste c'est difficile pour l'enfant et qu'il peut pas faire autrement. Et c'est souvent assez aidant. Donc j'espère que déjà ces éléments vous permettent de relativiser un petit peu la gravité et l'importance des colères chez les enfants en bas âge. Et globalement, ces éléments, ils vont plutôt dans le sens d'une plus grande tolérance aux manifestations émotionnelles chez les enfants par les adultes. J'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle « Les émotions chez l'enfant, développement typique et atypique » d'Evelyn Tomen. Et donc l'autrice, c'est une chercheuse. Elle souligne que peut-être que prêter beaucoup d'attention aux émotions des enfants, notamment pour les sermonner, pour leur expliquer ce qui ne se fait pas, etc., ça semble plutôt associé à plus de comportements émotionnels par la suite, alors qu'une légère indifférence ou une approche un peu humoristique, pas moqueuse mais dédramatisante, ça semble plutôt être associé avec des comportements mieux régulés par la suite. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête. Donc j'espère que ça, déjà, ça vous aide à être peut-être moins pris aux tripes par la colère de vos enfants. Mais vous avez sans doute envie d'avoir des outils plus concrets pour faire face aux manifestations émotionnelles au moment de la crise. Alors là, j'ai envie de vous faire un peu mieux comprendre ce qui se passe et je vais vous inviter à imaginer la situation suivante. Donc, je vais revenir à ma pâtisserie et à mon gâteau que vous ne pouvez pas avoir. Et pour ça, je vais vous demander d'imaginer que vous avez passé une journée pourrie de chez pourrie au travail. Que les urgences se sont accumulées, que vous vous êtes fait engueuler, pardonnez-moi le terme, par des collègues, par des clients, par votre chef, peu importe qui. Et que, au fur et à mesure de la journée, vous vous êtes dit vivement ce soir que je sorte d'ici, que j'aille me réconforter en mangeant mon gâteau préféré. Et vous vous êtes raccroché toute la journée à l'espoir de ce gâteau favori que vous aimez particulièrement. C'est ça qui vous a permis de tenir. Et arrive la fin de journée, enfin, vous sortez du boulot, vous arrivez à la pâtisserie en question, votre pâtisserie favorite, vous demandez votre gâteau et là on vous dit « il n'y en a pas ». Ah, frustration intense, déception
tout ce que vous voulez. Imaginez maintenant qu'il y ait une personne avec vous dans la pâtisserie, un ami, une amie, votre conjoint, votre compagne, qui vous voulez, et que cette personne vous dise « Oh, mais tu vas pas nous faire un fromage pour ton gâteau au chocolat, prends donc une tarte au citron. » Vous sentez qu'il y a des risques que ça ajoute à votre frustration et à votre déception. Parce que non seulement vous n'avez pas votre gâteau, mais en plus vous êtes accompagné de quelqu'un qui visiblement ne comprend rien à rien. C'est le type de réponse qui va augmenter l'émotion ressentie. Même si sur le fond, c'est juste. Peut-être qu'en effet, prendre une tarte au citron plutôt qu'un gâteau au chocolat, ça pourrait être tout aussi réconfortant si vous aimez la tarte au citron. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est qu'il y a certaines réponses, certaines attitudes qui vont avoir tendance à faire monter l'émotion et d'autres qui vont pas faire baisser l'émotion, j'y reviendrai après, mais nous aider à la surmonter. Donc en fait, la même chose se produit quand un adulte propose à l'enfant le même type de réponse. C'est-à-dire, ça on rappelle trop le cadre. Enfin, tu vois bien que c'est pas possible. Tu peux pas réagir comme ça. Et des choses comme ça, à un moment où l'enfant n'est pas en capacité d'entendre, je l'ai dit tout à l'heure, justement parce qu'il est sous le coup de l'émotion. Quand on est au pic de l'émotion, on a en effet moins accès à nos capacités de raisonnement, on est moins capable d'avoir recours aux attitudes socialement acceptables, même si on les connaît très bien. On connaît la règle, mais sur le moment, on n'est pas capable de l'appliquer. Si les adultes présents autour de l'enfant à ce moment-là ne sont pas assez axés sur l'émotion, il y a des risques que l'émotion ressentie et l'émotion manifestée augmentent. C'est un peu comme si l'enfant disait « Mais enfin, reconnais comme cette situation est difficile pour moi. » Exactement comme vous, dans la pâtisserie, vous auriez peut-être envie de dire à la personne « Mais enfin, c'est pas de la tarte au citron que je veux, c'est du gâteau au chocolat. Tu comprends pas à quel point c'est important pour moi ?» Eh bien, l'enfant, il peut manifester plus de colère exactement pour les mêmes raisons. Sauf que, du coup, nous, en tant qu'adultes, ce qu'on voit, c'est la colère augmente et donc on va plutôt être incité à rappeler le cadre, à renforcer notre stratégie précédente, ce qui va évidemment renforcer le problème en augmentant encore l'émotion de l'enfant et ça peut finir en une crise où tout le monde s'énerve parce que l'adulte se sent impuissant à calmer l'enfant, à le faire rentrer dans le cadre et l'enfant se sent impuissant à se faire entendre et ça explose des deux côtés. Si, quand vous rappelez le cadre, ça aide l'enfant à s'apaiser, pas de problème. Si vous constatez que rappeler le cadre ne fait qu'aggraver les choses, ce que je vous propose, c'est déjà de vous rappeler qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. On ne peut pas aider l'enfant à réguler son émotion et rappeler le cadre en même temps. Ce sont deux choses différentes, donc vous allez devoir choisir. Alors, comment on va aider l'enfant à réguler son émotion si on constate que rappeler le cadre ne fonctionne pas? Donc, je vais parler maintenant d'écoute. Si on revient à la situation où vous n'avez pas votre gâteau, ce qui pourrait vous aider, c'est plutôt une personne empathique, qui comprend votre désarroi, votre frustration. Une personne qui pourrait dire quelque chose comme « Ah bah mince, ouais, après la journée que tu as traversée, je comprends que ce soit hyper dur de ne pas avoir ton gâteau. Est-ce que tu préfères laisser tomber, revenir demain, ou est-ce que tu voudrais en prendre un autre malgré tout ?» Donc remarquez bien que la proposition de prendre un autre gâteau, elle arrive après l'écoute, l'empathie qui soulage. Remarquez bien, et c'est très important, que l'écoute n'a rien changé à la situation. Vous êtes toujours déçu, frustré, vous n'avez toujours pas de gâteau. Mais le soutien de cette personne a fait une chose essentielle, il vous a donné du courage pour moins mal supporter la situation. C'est précisément l'objet de l'écoute, donner du courage aux enfants pour traverser des émotions qui sont difficiles à vivre, mais qui ne peuvent pas être changées. Ce point est hyper important, je le redis, à moins de revenir sur sa décision et de donner à l'enfant ce qu'il souhaite, on ne peut pas changer le fait que l'enfant soit fâché ou triste. Et donc ici, justement, je voudrais parler de l'articulation entre la colère et la tristesse. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, la colère, c'est une émotion qui nous donne de l'énergie pour faire changer les choses.
C'est logique et adapté de manifester de la colère quand on pense qu'on peut changer la situation, quand on pense qu'on peut agir sur la situation. C'est ce que fait un enfant qui vous exprime de la colère. Il essaye de faire changer la situation pour la rendre plus sympa pour lui. C'est normal. Mais quand on ne peut pas changer les choses, on a besoin de renoncer. Et ça, c'est le job d'une autre émotion. C'est le job de la tristesse. Quand le parent ne peut pas ou ne veut pas changer la situation, le verre bleu est cassé, le chat est mort, ou bien vous tenez à ce que votre enfant aille se coucher, l'enfant ne pourra sortir de la colère que quand il sera passé à la tristesse. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin d'empathie face à une situation de frustration. La tristesse, c'est douloureux, c'est dur de renoncer et c'est une émotion pour laquelle souvent on a besoin d'aide, de soutien, de sentir qu'il y a des gens avec nous pour nous accompagner dans cette épreuve, même si cette épreuve nous paraît ridicule en tant qu'adulte. Je vous donne un exemple de situation pour bien comprendre ça. Ça m'avait marqué, c'est une situation personnelle que j'ai vécue avec un de mes enfants quand il était petit. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon enfant voulait aller dehors dans une petite piscinette qu'on avait sur la terrasse. Et moi, à ce moment-là, j'étais en train de faire à manger. Et comme cet enfant avait moins de 2 ans, il était inimaginable, évidemment, que je le laisse aller dehors seul dans la piscinette. C'était dangereux. Et j'étais en train de cuisiner et il me manifestait, il me faisait comprendre qu'il voulait aller dans la petite piscinette et moi je lui disais non, c'est pas possible. Donc je rappelais un peu le cadre, je rappelais le contexte et ça faisait monter sa colère. Et puis je reformulais un peu l'écoute, l'empathie en lui disant oui, t'es vraiment très en colère, c'est vraiment très énervant pour toi. Et ça ne fonctionnait pas non plus. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que ce qui pouvait aider à sortir de la colère, c'était la tristesse, c'est-à-dire de montrer qu'on a compris que c'était dur de renoncer. Et donc j'ai changé ma reformulation pour la formuler plutôt sur le mode de la tristesse, c'est-à-dire en disant oui, c'est dur de renoncer, c'est dur de pas pouvoir aller dans la piscinette. T'avais vraiment envie d'y aller et c'est vraiment dur pour toi. Alors, j'ai sans doute pas mis autant de répétitions, mais c'est pour vous montrer différentes manières de le formuler. Et à ce moment-là, l'enfant que j'avais en face de moi, au lieu de continuer à insister, à me tirer, à essayer de me faire comprendre que vraiment il voulait y aller, il s'est assis par terre et il s'est mis à pleurer, ce qui était bon signe, parce que ça veut dire qu'il avait quelque part lâché ce qu'il voulait et qu'il comprenait que ça n'allait pas être possible et que le fait que je lui montre du soutien par rapport à ça lui permettait de le traverser. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Si on reste trop sur la colère, l'enfant peut ne pas se sentir soutenu, rester dans l'expression de la colère parce que la tristesse, c'est un peu difficile à traverser. Donc, en tant que parent, l'écoute, l'empathie, c'est vraiment ça qui va donner du courage à l'enfant pour renoncer. Et à l'inverse, moi j'y reviendrai aussi à la fin de l'épisode, si on revient sur sa décision par empathie pour l'enfant. Alors on peut le faire, une fois de temps en temps, ça pose pas de problème, mais le risque de revenir sur la décision par empathie pour l'enfant, c'est que ça va apaiser à court terme, mais ça ne va pas forcément l'aider à apprendre qu'il peut traverser la tristesse, il peut renoncer, que c'est difficile sur le moment, mais qu'après, ça va. Donc j'insiste vraiment sur ce point. Quand, au moment de l'émotion, ce qui aide, c'est généralement pas de rappeler le cadre, de rappeler les règles, c'est de montrer de l'empathie. Et l'écoute, l'attention aux émotions, c'est de l'empathie. Ça ne consiste jamais à chercher à supprimer l'émotion ou minimiser l'émotion ressentie, ni même à l'apaiser. Ça consiste à donner du courage à l'enfant, à faire ressentir à l'enfant qu'on comprend ce qu'il vit, qu'on voit que c'est difficile, et c'est ça qui va donner du courage à l'enfant pour le surmonter, pour passer à autre chose et donc pour sortir de la colère. J'avais parlé de cette spécificité de l'écoute dans un article sur mon blog qui est intitulé, je crois, « L'écoute active pour mieux aider mon enfant à gérer ses émotions ».
Je vous mettrai le lien en description pour celles et ceux qui veulent approfondir le sujet. Je sais que ça avait été aidant pour un certain nombre de personnes de comprendre à quoi ça sert vraiment l'écoute. Bon. Attention, petit bémol, l'écoute active n'est pas une baguette magique. Ça ne donnera des résultats positifs, c'est-à-dire ça n'aidera l'enfant à surmonter son émotion que si l'enfant n'est pas encore complètement hors limite. Or, les tout petits, souvent, ils débordent tellement qu'ils sont plus réceptifs à rien. Et dans ces moments-là, leur parler, même si c'est pour tenter de leur montrer qu'on les a compris, pour leur montrer du soutien, c'est souvent trop tard et ça ne fait que rajouter une stimulation sensorielle supplémentaire qui les fait déborder encore plus. Donc en gros, il faut bien comprendre que quand l'enfant est déjà débordé d'émotions hors limite, toute stimulation, trop de lumière, trop de bruit, trop d'interaction va contribuer à faire déborder encore plus. Donc dans ces moments-là, quand l'enfant est hors limite, à part simplement constater son impuissance, je vois que quelque chose ne va pas et je pense qu'il n'y a rien à faire, on va juste attendre que ça passe. Et vraiment attendre que ça passe sans chercher à faire quoi que ce soit, pas en s'en allant et en le laissant tout seul, mais voilà, on va attendre que ça passe, on s'assoit, on attend que ça passe. Malheureusement, quand l'enfant est hors limite, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors parfois, les parents peuvent être effrayés en me disant « Ouh là là, mais ça va prendre des plombes, le temps que ça passe. » Mais alors, je vais vous dire quelque chose, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, je vous invite à l'expérimenter. Mais parfois, nos tentatives, même bien intentionnées pour apaiser l'émotion, ça revient un petit peu à remettre des pièces dans le jukebox. Alors pour les plus jeunes qui ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un jukebox, le jukebox c'est une machine dans laquelle il y a plein de disques et on met une pièce et on choisit le disque et il met la musique. Et quand on remet une pièce, on choisit un autre disque et hop, ça peut tourner comme ça pendant des heures tant qu'on met des pièces, ça fonctionne. Et donc en gros, nos interventions parfois pour apaiser la colère, ça revient à remettre une pièce et on relance la colère pour un tour. Et donc on a l'impression que si on ne fait rien, ça va continuer pendant des heures, alors que très souvent, si on arrête de mettre des pièces, entretenir sa colère si personne n'intervient, ne réagit et est juste là en disant bah oui c'est dur mais voilà je sais pas, il y a rien à faire. Eh ben, je vous garantis que entretenir sa colère et la faire durer longtemps dans ce contexte-là, c'est très difficile. Donc, les enfants ne le font pas exprès, hein, mais vous verrez, je vous invite à expérimenter, juste attendre que ça passe. Maintenant que je vous ai donné quelques pistes concrètes sur le moment de la colère, je voudrais quand même approfondir les situations où il y a vraiment des colères débordantes à répétition et où ces approches un peu éducationnelles semblent avoir échoué, toutes ces pistes que je viens de vous donner. Et en général, ce sont ces situations-là vraiment catastrophiques que je vois en accompagnement parce que en général, j'interviens quand la situation a l'air d'être désespérée. C'est là que les gens font appel à moi et c'est là que je suis le plus efficace en général. Mais bref. Donc, le premier cas de figure qui peut amener la colère à déborder, je l'ai dit en conclusion de l'épisode précédent, c'est quand on est trop peu sur la colère. Je l'ai dit plus haut dans cet épisode, quand on est trop sur le cadre, à rappeler tout le temps ce qui ne va pas, comment il faut faire, comment on doit exprimer son émotion, ou quand on ne s'intéresse pas au contexte qui génère la colère, là, on peut avoir un débordement de colère parce que l'enfant a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris et il va déborder. Je vais vous donner 2 exemples par rapport à ça. Le premier, c'est une problématique de contexte. On me parle d'un petit garçon qui fait énormément de colère et notamment qui s'en prend beaucoup à sa petite sœur. Et on est beaucoup sur lui rappeler que bon, bah quand même, il doit aimer sa petite sœur et puis que quand même, il peut pas se mettre en colère contre elle comme ci ou comme ça. Bref, on est beaucoup sur le cadre et pas du tout sur l'émotion ou sur le contexte. En réalité, ce petit garçon, il a une petite sœur, donc il a 3 ans, il a une petite sœur qui a 1 an et demi, et depuis qu'elle est arrivée, il est beaucoup restreint dans sa liberté et son autonomie parce qu'il y a la petite sœur. Notamment, on me donne un exemple de, il va dans le jardin ramasser des tomates cerises, il a l'habitude, il sait faire, il sait ramasser les tomates mûres, il est très content, très fier de les avoir ramassées, comme il avait l'habitude de le faire, mais la petite sœur l'a suivi, elle a ramassé un peu n'importe quoi, et donc c'est lui qui se fait gronder,
parce que quand même il peut pas c'est de sa faute, en gros ce qu'on lui dit, c'est de sa faute si la petite sœur a ramassé des mauvaises tomates cerises, donc il n'a plus le droit d'aller dans le jardin ramasser les tomates cerises. Donc c'est particulièrement frustrant pour lui, et un enfant à cet âge-là, il ne va pas se dire mes parents gèrent comme des pieds, pardonnez-moi l'expression, mais il va se dire c'est de la faute de ma petite sœur, et donc sa colère va se tourner sur la petite sœur. Mais du coup, c'est un enfant qui a logiquement beaucoup de colère, et on ne pourra apaiser ses colères que en supprimant ce qui est réellement injuste dans la manière dont on gère la situation. Donc ça, c'est un exemple où on ne prête pas suffisamment attention au contexte qui alimente la frustration et qui génère. Un autre exemple, c'est des parents que j'avais reçus pour une petite fille de 4 ans et demi qui faisait énormément de colère depuis déjà très longtemps. Donc ils avaient vu pléthore d'intervenants qui leur avaient dit pour les uns, votre fille n'a aucun problème, ça va passer, qui leur avaient dit pour les autres, laissez-lui plus d'autonomie et puis vous verrez, ça va mieux. Ce qui n'était pas complètement faux, mais vous allez comprendre un peu mieux après. Et donc, quand ses parents arrivent chez moi, ils cherchent à reprendre le contrôle sur les colères de leur fille. Parce qu'en fait, elle fait des colères pour tout et n'importe quoi. À chaque fois qu'ils lui annoncent une consigne ou quelque chose, elle a une colère débordante. Et donc, ils en sont arrivés au point où ils évitent les sorties parce que sinon c'est ingérable, ils essayent d'anticiper les colères, ils essayent de lui expliquer comment il doit s'y prendre, et donc ils sont beaucoup sur le cadre et beaucoup sur restreindre sa liberté, son autonomie, par peur que ça déborde. Et en fait, ils ont complètement perdu le contrôle sur les colères. Et c'est un peu le message qu'ils font passer à leur fille, c'est tu dois te contrôler, et sauf qu'elle n'y arrive pas. Et ce que je leur propose, moi, c'est une stratégie complètement différente. Je les amène à constater que, en effet, ils ont perdu le contrôle sur la colère de leur fille, et que malheureusement, plus ils essayent de reprendre ce contrôle, plus ils se sentent impuissants, frustrés, on en reparlera dans l'épisode sur les colères des parents, plus ils sont en colère contre leur fille, plus ils sont sur les dents à vraiment appréhender, avoir peur de la prochaine colère, et à être vraiment stressés à cause de tout ça. Et donc la situation devient invivable. Donc je les invite à cesser de vouloir contrôler quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, et je leur propose très concrètement d'avertir leur fille des frustrations prochaines, mais sans chercher à les supprimer, comme il le faisait là, ou sans chercher à lui dire qu'elle ne doit pas se mettre en colère, et au contraire à lui dire « mais là, on va arrêter la télé, à la fin de l'épisode, tu vas certainement être très frustrée, très mécontente, et tu vas avoir besoin de nous le faire savoir. Il n'y a pas de problème, si tu as besoin de crier, de hurler pour nous faire comprendre à quel point c'est dur pour toi, tu peux y aller. » Donc, c'est une petite fille de 4 ans et demi, c'est pas une petite de 1 an et demi, 2 ans. Et donc, ils sont repartis du premier rendez-vous un peu sceptiques, mais en se disant perdu pour perdu, essayons ça. Et ce qui a été hyper drôle, c'est que quand ils ont fait ça, la petite les a regardés en disant non, ça va en fait. Sous-entendu, j'ai pas besoin de déborder à ce point-là. Mais parce que au lieu d'être sur le cadre et au lieu de lui dire tu ne dois pas te mettre en colère, ils étaient sur tu peux y aller en fait, il n'y a pas de problème. Et ce qui a fait qu'elle s'est sentie entendue et qu'elle n'a pas eu besoin d'être dans une émotion aussi débordante. Donc ça, c'est le genre de situation où on peut avoir un débordement de colère parce qu'on n'est pas assez attentif au contexte qui génère de la frustration, ou parce qu'on est trop à vouloir cadrer alors qu'une attention aux émotions pourrait permettre de libérer les choses. Mais à l'inverse, on peut avoir des colères débordantes qui sont liées au fait qu'on est trop sur l'émotion. Et notamment en cherchant à apaiser cette émotion. Alors ça, je vois énormément de situations depuis ces dernières années. Alors j'ai vu une évolution en fait. Au début de ma pratique, dans les années 2010, il y avait beaucoup de situations où le problème était les parents beaucoup trop sur le cadre. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de situations où on a des parents beaucoup trop sur l'émotion. J'en avais parlé dans l'épisode sur l'attention aux émotions. On voit l'enfant déborder émotionnellement et donc on se dit on va chercher à apaiser cette émotion, à l'éviter, du coup on va négocier parce que on trouve ça légitime, on se pose des questions sur oui, est-ce que c'est vraiment justifié d'imposer telle et telle limite, mais en fait
par exemple, je pense à un petit Hugo de 3 ans, les parents, pour lui éviter des frustrations, ils se démenaient pour lui trouver le verre bleu, l'assiette verte qu'ils réclamaient. Ils revenaient un peu sur leurs décisions quand ils faisaient une crise. Ils étaient un peu, en fait, impressionnés, effrayés par les colères de cet enfant. Ils se disaient que le pauvre, vraiment, il était mal et ils cherchaient à l'apaiser. C'est très légitime, c'est très compréhensible. Mais en même temps, ça amène l'enfant, parfois, à interpréter ces comportements des adultes comme étant... l'émotion, c'est dangereux. Si vous êtes un enfant, vous faites confiance aux adultes qui sont autour de vous, et si vous les voyez absolument se démener dans tous les sens pour résoudre un problème, il a perdu son doudou, panique à bord, vite, vite, faut en trouver un autre, faut faire quelque chose, etc. Le message, la conclusion que vous pouvez en tirer en tant qu'enfant, c'est du coup, quand je ressens de la frustration, quand je ressens de la colère, quand je ressens de la tristesse, c'est très problématique et l'émotion devient effrayante. Sinon, pourquoi est-ce que, si c'est pas effrayant et dangereux, pourquoi est-ce que les adultes feraient autant d'efforts pour m'éviter ça, pour apaiser cette émotion? Et ça peut générer chez l'enfant une forme de panique. Dès qu'il perçoit la moindre frustration, il a peur, en fait, et donc c'est plus de la colère, c'est de la panique, et il va s'agiter pour qu'on lui fournisse de l'aide. En plus, il a peur du coup de cette frustration, il va être un peu centré sur ce qu'il ressent. Donc, comme dit Giorgio Nardone, qui est un des pontes de l'approche que je pratique, il a un peu les yeux tournés vers l'intérieur, donc c'est une forme d'hypersensibilité construite, qui est la conséquence d'une trop grande attention aux émotions, et notamment de la recherche de leur apaisement. Et en plus, si ce sont les adultes qui agissent trop pour apaiser l'émotion de l'enfant, le message aussi implicite qui est passé, non seulement c'est l'émotion, c'est dangereux, mais c'est surtout t'es pas capable de la surmonter tout seul. Et donc ça va augmenter les explosions de colère. C'est un peu l'enfant, il appelle à l'aide pour qu'on vienne résoudre le problème. Et donc là aussi, finalement, trop venir prêter attention aux émotions, essayer de résoudre l'émotion, de l'apaiser, ça va aggraver le problème. Et donc là aussi, quelque part... ça va se sortir de ce cercle vicieux-là, va passer un peu par la même chose que dans le cas précédent. C'est ok, tu vas sans doute être vraiment pas content, être vraiment fâché ou être vraiment triste, et tu vas avoir besoin de nous le faire savoir. C'est ok, tu peux y aller. Et ne pas chercher à éviter, réduire les frustrations dans ce cas-là, qui peut aggraver. Donc alors attention, d'une manière générale, si de temps en temps éviter les frustrations, préparer un truc, un livre, etc. pour éviter que l'enfant s'énerve, ça peut vous faciliter la vie. Il n'y a pas de problème à le faire une fois de temps en temps. Ça pose question quand c'est systématique. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver dans cet épisode des pistes autour de la colère. Pour résumer, je dirais que la colère, c'est une émotion qui n'a pas besoin d'être combattue, mais qui a besoin d'être accompagné, et avec un peu de pédagogie, on peut aider les enfants, notamment les plus jeunes, à la surmonter, à apprendre les stratégies de régulation fonctionnelle. Je vous rappelle que dans le prochain épisode, je vous parlerai des colères des parents, sujet qui, à mon avis, va vous intéresser aussi. Et d'ici là, rappelez-vous que les crises ne sont pas un drame et que rester serein face à ces crises est parfois la meilleure des choses à faire. Et dernière chose très importante, que souvent face aux colères, en faire moins est souvent plus efficace qu'en faire plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du côté des parents.